Bonjour Yana Revedin, merci d'avoir accepté cette interview au sujet de votre projet de 2012 sur l'éclairage des rues du quartier des chiffonniers au Caire avec des lanternes fabriquées artisanalement sur site. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est né ce projet ? En 2009, quand le Global Award for Sustainable Architecture que j'avais créé en 2006 était à sa troisième édition, il avait une délégation de la communauté copte du Caire qui venait à voir le symposium et à me demander si on pouvait initier un projet de revalorisation des espaces, pas les espaces privés qui étaient à très bon état, mais des espaces publics, des quartiers des chiffonniers qui sont distribués dans la Grande Caire et de imaginer un projet associé entre un ou deux lauréats qui s'étaient choisis pour cette tâche de travailler dans une ville, une méga ville, mais aussi avec des matériaux de déchets, de matériaux à réutiliser. Et mes étudiants, qui à ces moments, c'était des étudiants de l'école de Umeå en Suède, et avec d'autres universités que je souhaitais tout de suite m'associer en Égypte et d'autres universités en Europe. Et j'ai accepté avec grand plaisir. Et c'est comme ça que ce projet est né. Et la durée était assez longue. On a commencé en 2009 pour livrer l'illumination du quartier, de la place principale du quartier en 2012. Donc, ce sont des projets qui sont situés, qui sont enracinés dans leur lieu, dans leur contexte et dans leur société. Et donc, il prend beaucoup de temps. Mais ce projet-là m'a enseigné de dire la phrase que le temps est gratuit, c'est seulement la hâte qui coûte cher. Merci. Dans le cadre de ce projet, comment est-ce que vous avez articulé le passage de la transmission de compétences, entre guillemets, entre le savoir-faire que vous aviez pu capitaliser et comment vous avez réussi à transmettre cela pour finalement que le projet émerge au Caire Qui dépasse, voilà, qui vous qui dépasse, voilà. dépasse le petit village des chiffonniers. C'était grâce justement à des partenariats que j'ai établis bien en avant de partir au Caire avec mes collègues chercheurs et les collègues enseignants et après avec les étudiants. C'était des partenariats académiques que j'ai cherché de construire d'abord avec les acteurs locaux, ce sont les associations, les syndicats, soit artisanales, soit industriels, les ONG qui étaient actives déjà sur ces quartiers-là depuis 50 ans, 60 ans, les écoles, les associations bien sûr aussi religieuses de différentes cultures et de différentes religions. Et nous avons constitué ainsi une communauté d'intérêt pluriel que j'appelle justement la conception radicante, comme les plantes radicantes, comme le lierre, hein, qui pose beaucoup de racines et qui se nourrit des fois en émergence seulement d'une racine, des 100 racines qu'il développe. Et donc on était enracinés avant de partir avec toute analyse urbaine ou sociale, enracinée avec beaucoup de partenariats. Et ça, c'était la formule de transformer les compétences que nous, on pouvait amener en savoir partagé avec leur savoir. Parce qu'un lieu qu'on veut étudier, qu'on veut écouter, il faut d'abord être ouverte à tout partage des différentes savoirs. Lorsque vous avez parlé en premier lieu de ce projet, vous avez d'abord mentionné vos étudiants, avec, puisqu'effectivement votre posture d'architecte, de chercheuse, mais aussi d'enseignante, semble assez importante dans ce projet et j'allais dire dans les différents projets que vous menez. Comment vous avez réussi à l'inscrire dans un contexte pédagogique ?
C'était justement la construction d'un parcours sur plusieurs semestres. On ne peut jamais imaginer d'aller avec des étudiants seulement une semaine quelque part et faire un workshop et après partir et laisser la communauté avec beaucoup de promesses et beaucoup d'espoir qui on va pas pouvoir réaliser après. Il faut projeter une telle action pédagogique sur le long terme. Et ça, l'université suédoise était très intéressé à le faire. C'est une université créée au modèle du Bauhaus et sa pédagogie active. Et donc, c'était des étudiants de première année de master et seconde année de master. Et après, on s'est associé bien sûr avec Ain Shams, la plus grande université aux facultés d'architecture au Caire, et aussi avec, comme le Global Award est sous protection, sous patronage de l'UNESCO, bien sûr, avec les unités locaux au Caire de l'UNESCO qui nous a ouvert une certaine dimension diplomatique démontrée par la visite du gouverneur du Caire au moment de l'installation de nos lanternes nos lanternes écologiques dans le sens qu'ils étaient construites par des matériaux recyclés sur place et aussi nourris en termes d'énergie par des photovoltaïques. Et que le gouverneur du Caire vienne à un quartier informel voulait dire légalement, je pense qu'il n'était même pas conscient de ce fait, qu'il a accepté qu'un un quartier non déclaré devenait déclaré. Donc, cette pédagogie active et située est un vrai moyen d'abord ouvrir les visions et les contacts entre différentes cultures, différentes langues, différentes, bien sûr, façons d'enseigner l'architecture dans différents pays, mais aussi d'atterrir dans le lieu même et d'intéresser aussi les responsables politiques de nos actions. Et bien sûr, une leçon de ce projet pouvait être, et je l'ai dit au gouverneur du Caire au moment de l'inauguration de cette soirée, qui est 60% de sa consommation énergétique de sa grande Caire et l'illumination publique. Mais bien sûr, ce sont des messages qu'on peut donner comme architecte ou comme ingénieur ou comme créateur. Et après, c'est la politique qui peut écouter ou non. Vous avez abordé la notion de radicante, le concept de radicante que vous avez déjà développé précédemment. Je voulais maintenant vous interroger sur un deuxième concept que vous avez développé et qui est particulièrement présent dans ce projet, c'est celui de Right Tech. Pouvez-vous nous en parler un peu plus et ensuite de le décrire dans ce contexte-là? Oui, le RightTech est justement né avec ces projets et dans le quartier des chiffonniers du Caire. La conception radicante, je l'avais développée depuis 10 ans, 15 ans en avant. C'est une méthode, elle est très simple. On fait des cartographies des ressources des très long terme. On cherche de vraiment vivre dans un quartier ou dans une ville ou dans une rue. Après, on passe au moment de la coprogrammation avec beaucoup d'acteurs, pas seulement des architectes et des autres experts, mais surtout les usagers, les visiteurs et aussi les parties prenantes. Après, on passe à la co-conception avec transdisciplinaire, avec une cercle choisi d'experts, et ça sont aussi des anthropologues, des sociologues, des philosophes, des biologues, des botanistes, ce qu'on a besoin pour comprendre, de faire la bonne conception pour le bon lieu, et après la co-construction, comme on l'a fait avec les associations des femmes dans le quartier des chiffonniers du Copte. Mais le Right Tech est né dans le moment qu'on offre au quartier d'allumer en termes d'énergie nos lanternes qu'on a construites avec les jeunes femmes du quartier et les artisans et les industriels, de les illuminer par l'énergie solaire. Et eux, ils ont dit,
Bon, ils étaient réticents. Ils ont dit non, on n'a vraiment pas besoin de ça, Madame professeure, parce que nous, on vole l'énergie de toute façon, depuis toujours. Donc, ça ne nous intéresse pas du tout. Et nous, avec Bijoy Jain, que j'avais invité de l'Inde pour venir co-concevoir ce projet avec moi et avec les étudiants, on a dit, mais si arrive une coupure d'électricité, si ça nous arrive un jour, qu'est-ce que vous faites? Vous serez indépendant. Et eux, ils ont dit, mais non, de toute façon, non, non, c'est trop avancé, on risque trop. Nous, on l'a fait, on peut presque dire, on l'a fait un peu en cachette. On a installé les batteries, on a installé les photovoltaïques, et ça a marché au moment de l'inauguration de la place. Bien sûr, c'est chaque fois un petit miracle, voir que la technologie vraiment marche et que ça fonctionne et que les gens se tenaient par les mains pour fêter ce petit miracle de lumière. Vous savez bien que la culture égyptienne est basée sur la lumière. Le projet, ça s'appelait Nour, comme la lumière. Donc, c'était un moment magique. Et le printemps arabe arrive dans les mêmes semaines. Et là, toute la ville a perdu son éclérage pour un état de presque de guerre civile. Et le seul quartier qui avait son illumination indépendante était notre petit quartier des Avalines. Donc là, la population, surtout les jeunes, ils ont dit et viva la bonne technologie qu'on peut utiliser et qui coûte pas cher et qui pourrait être la solution pour toute la ville du Caire avec tant de soleil qu'il se retrouve comme ressource. Vous avez abordé plusieurs éléments qui rejoignent la thématique de cette année, à savoir le lien, ce qui nous relie. Je vous ai entendu parler effectivement des liens avec les ONG, mais aussi ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez abordé les liens avec les femmes qui localement ont fabriqué toutes ces lanternes. Ce qui me semble maintenant intéressant dans ces liens à aborder, c'est celui presque de voir le 14 ans après, où en sont ces liens, où en sont ces liens sur place. Finalement, la vie de ce projet 14 ans après, comment vit-il? Et après, dans un dernier temps, j'aimerais quand même vous entendre sur votre retour, vous, Yana Revedine, architecte. Quels sont les liens que vous avez pu tisser avec ce projet et quel est le retour d'expérience spécifique à ce projet? Oui, les liens qu'on crée avec chaque projet, qui soit situé, qui soit réel, dans des conditions urgentes et qui fabrique des réponses à des besoins urgents, des réponses des soins, des réponses d'écoute, des réponses des réponses situées, avec chacun de ces projets, avec des étudiants ou en agence, on cherche des solutions qui sont à la fois économiquement accessibles, donc dans une circularité économique intéressante. On arrête de faire du projet qui coûte n'importe quoi parce qu'on ne peut plus imaginer de les réaliser avec la bonne conscience et qui soit juridiquement viable. C'est aussi très important qu'un projet qu'on propose ne soit pas dangereux ou à la longue durée, qui ne puisse pas survivre, qui soit vraiment durable dans le vrai sens, donc qu'ils puissent vieillir bien. Et nos relations sociales, ils se sont maintenus parce que la communauté elle a compris que les produits qui sortaient de leur lanterne, qui sont très très vite devenus aussi des produits de plus petite échelle, qui sont vendus à travers leur net, parce que le workshop ou la fabrication de l'association des femmes, les APE, elle construit des choses qu'ils vendent dans tout le monde. Donc, cette économie circulaire qu'on a créée à travers ces lanternes, de petite échelle, de moyenne échelle, qui sont devenus complètement indépendamment dessinés par eux-mêmes, avec une toute petite aide de notre équipe, une aide technique et de détail. Ils ont montré que cette économie, grâce à un bon design, tient. Donc, la petite lanterne de coût de fabrication est peut-être 30
35 euros, mais ils se vendent à même jusqu'à 100. Donc, c'est un valeur de croissance qui fait la bonne, la bonne conception et la bonne fabrication de qualité. Cette économie circulaire qu'on a créée a créé l'intérêt de la communauté de continuer par eux-mêmes le projet. Donc, nous, comme architectes, on est devenus superflus. Et ça, c'est bon le résultat de chaque projet réussi, qui à la fin, c'est les usagers et les clients qui vivent dans leur projet et dans leur bâtiment, dans leur design, qui le maintiennent parce que ça marche bien et parce qu'ils l'aiment. Ils vont le tenir en bonnes conditions de vie à long terme. Et notre expérience, c'est qu'on tient encore le contact avec cette communauté. Ça peut se donner que dans des prochaines années, ils vont nous réappeler pour un autre sujet ou d'amélioration de leur contexte de vie publique, ou même pour une nouvelle création de design, comme les jeunes femmes, ils font des designs en continuité, ils nous contactent en continuité sur des produits qu'ils font grâce à leur association. Merci beaucoup pour cette présentation de ce projet. Et j'espère effectivement que ces liens vont continuer à nourrir votre pratique architecturale, mais aussi nous nourrir tous, puisque effectivement il y a beaucoup de leçons à retenir de cet exemple. Oui, en conclusion, on peut dire que l'architecture et tout ce que le monde de la création et du design est beaucoup plus que produire un produit ou un artefact. C'est vraiment arriver à comprendre le potentiel d'un territoire, d'un lieu et de ses habitants et de le développer avec ce que nous, on peut apporter en savoir de création, en savoir de fabrication et en savoir de mettre en échelle de certaines de nos idées, mais c'est la poésie et l'enchantement qui sont les essences clés de chaque collaboration avec le territoire. Merci beaucoup.